cesser de considérer notre existence comme quelque chose à résoudre. Notre existence n'est pas un problème, elle n'est pas à résoudre, elle est à vivre. Ça, je pense que ça, c'est une phrase importante, ça. Oui. Cesser Oui. de considérer notre existence comme quelque chose à résoudre. Absolument. Il n'y a rien à résoudre. Il y a une expérimentation. Si je veux résoudre, c'est que je mets l'extérieur comme problème et je reste dans la survie. Ne cherchons pas à vivre, cessons de survivre en laissant la vie prendre sens en nous. Alors ça, vous avez 3 heures, hein, vous allez pouvoir rédiger, réfléchir, analyser, et c'est un concept dont on va parler avec la bioanalogie, et quelqu'un que vous connaissez évidemment de par sa réputation aujourd'hui internationale, de par les conférences qu'il propose, et le fait qu'il s'installe quelques instants sur ses canapés, c'est Jean-Philippe Rebion qui est avec nous. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Marc, merci de content. cet accueil, je suis très heureux d'être avec toi. Merci infiniment d'être là, on va se tutoyer. Allez, on se tutoie, voilà, on a commencé comme ça, Oui. même si on se connaît pas plus que Oui, ça. oui, absolument. Moi, je te connais au travers, évidemment, de tous ces ouvrages que tu publies à droite à gauche et de cette bioanalogie. Je ne connaissais pas la bioanalogie. Et on va d'abord expliquer d'où ça vient, quel est ce concept. On va parler, évidemment, de l'inconscient universel, de la loi du principe, des fondamentaux, de l'empreinte de naissance, des clés de naissance, ce qui fait ta spécificité aujourd'hui. On va revenir sur tout cela. Mais avant toute chose, tu es kiné ? Alors, je suis de formation kiné, ostéo, j'ai fait de la médecine chinoise, voilà, oui, c'est ma formation de base, ma formation paramédicale. Bah, très bien. Et tu as donc créé cette bioanalogie. Voilà, alors c'est un concept que je développe depuis plus de 40 ans, mais j'allais dire même depuis 75 ans, j'allais dire, en fait, puisque c'est plus une façon de se situer dans la vie, et qui a toujours été, même enfant, je veux dire que moi je suis issu d'une famille qui était une famille très catholique, pratiquante, etc. Et je comprenais pas que dans cette famille où on parlait d'un Dieu amour, il puisse y avoir le diable. Enfin, l'enfant, c'était incompréhension. Ouais. Et je comprenais pas cette séparation qu'il y avait, voilà. Et en fait, j'ai très, très vite découvert que l'homme vivait dans la séparation, plutôt que de vivre ce qu'il était, c'est tout. Alors, je suis rentré dans le moule, hein, bien évidemment, je suis rentré dans le moule, et puis je suis ressorti de ce moule, et pour moi, les lois du ciel et les lois de la terre étaient les mêmes, et il n'y avait pas de séparation entre le ciel et la terre. Et c'est pour ça qu'on a dit, il n'y a qu'un univers, c'est nous. C'est ça. Nous-mêmes. C'est ça. Ouais. Et donc là, c'est un concept, la prémisse de ce concept, c'est d'abord de cesser de mettre la cause de notre bonheur ou de notre malheur à l'extérieur de nous. Ça, c'est la première chose. Il n'y a aucune cause à notre bonheur ou à notre malheur. Et l'autre chose, c'est que nous n'existons que dans la relation avec l'extérieur à ce corps. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Et ça, c'est ce que j'ai appelé cet inconscient universel. Alors, l'inconscient universel, c'est très simple, c'est que je prends régulièrement, donc on m'a souvent entendu donner cet exemple, mais je le redonne parce qu'il est tellement basique et tellement simple. Si tu prends l'exemple d'un courant d'air, un courant d'air, c'est quoi? C'est un mouvement entre du chaud et du froid. Parfait. Alors, je pose la question, est-ce que le chaud existe tout seul? Évidemment, non. Est-ce que le froid existe tout seul? Évidemment, non. Est-ce que la relation entre le chaud et le froid existe tout seul? Non. C'est-à-dire qu'un courant d'air est constitué de trois éléments, du froid, du chaud et une relation, dont chaque élément n'a aucune existence propre. C'est un tout. C'est un tout. Tout ça parle. Oh, joli. Voilà, c'est un tout. Et ça, c'est applicable. Si j'applique cette loi à ce corps, est-ce que ce corps existe seul? Ah ben, ce corps n'existe pas sans l'extérieur à ce corps. Est-ce que l'extérieur à ce corps existe seul? Il n'existe pas sans ce corps. Est-ce que la relation entre les deux? Ce qui veut dire qu'on se trompe de cible quand on s'identifie à ce corps. On se trompe de cible. Nous sommes une expérimentation. Nous sommes une expérimentation d'une relation entre l'extérieur à ce corps et ce corps. C'est une expérimentation permanente, insaisissable, immatérielle. Et c'est là où... Alors ça, c'est cet outil, cet instrument pédagogique, c'est ce que j'appelais l'inconscient universel. C'est-à-dire que toute existence, toute unité existe sur trois plans.
qui ne sont ni reliés, ni séparés, qui appartiennent à une seule et même réalité, et qui ont en commun un principe neutre, immatériel, insaisissable, omniprésent, omnipotent. Et quand je me suis vu le formuler comme ça, ça m'a rappelé le catéchisme quand j'étais enfant. Oui, il paraît que tu voulais rentrer dans les ordres. Exactement, enfant, oui. Ouais. Enfant, j'avais 6 ans, 7 ans. Et bien évidemment, j'ai très, très vite compris que c'était pas du tout. J'avais pas du tout envie de rentrer dans un ordre, mais de découvrir. Et comme j'étais d'une famille, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était très, très, très catholique, il y avait, qui est né pas très loin de la maison, Teilhard de Chardin. Et il y avait à la maison un livre de Teilhard de Chardin. Et ce livre de Teilhard de Chardin, un jour je tombe, j'avais 10-12 ans, j'ouvre une page, je comprenais rien de ce qu'il écrivait, mais je tombe sur une phrase, « La vie est expérimentation ». Mais ça m'a fait un bien. C'est vrai. Qu'un homme de l'Église dit « La vie est expérimentation », alors que c'est pas du tout ce qu'on m'avait appris. Et il me dit « C'est ça, la vie c'est une expérimentation, et une expérimentation unique, originale et singulière, c'est qu'il n'y a pas d'autre... ce que nous sommes est un univers unique, original et singulier. » Et ce qui fait que, si on regarde actuellement, par exemple, depuis 100 ans, les découvertes de la physique quantique nous amènent à des dimensions qui sont hors du temps et hors de l'espace, qui n'ont ni temps ni espace. Il n'y a plus de causalité, il n'y a plus de chronologie. Hein, quand on parle de l'intrication quantique, quand... deux objets sont intriqués, même s'ils sont séparés de plusieurs années-lumière, un change, l'autre change immédiatement dans le même temps, sans qu'on ait rien pu saisir entre les deux. Ce qui veut dire que ces notions de temps et d'espace sont une illusion. C'est ça, que c'est là où il faut s'accrocher. Oui. Alors, je comprends parce que, alors, c'est d'autant plus intéressant que ça ne se comprend pas ce que je suis en train de dire. Et on voudrait le comprendre, mais non, il n'y a pas à comprendre, il y a juste à constater. Et quand je dis, est-ce que ce corps, il peut exister seul? Ben non, c'est juste un constat. Et j'en fais quoi de ce constat? C'est-à-dire, l'extérieur, c'est moi. Nous sommes, cet univers, c'est cette relation, c'est ces 3 plans. Ah, mais ça change tout. Donc ça change tout un positionnement. Et c'est ça, rentrer dans notre dimension spirituelle. Et j'aime beaucoup, alors je parlais de Teilhard de Chardin, mais j'aime beaucoup quand cette phrase que tout le monde connaît, Teilhard de Chardin, lorsqu'il dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant d'expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels vivant d'expériences humaines. » Et en fait, si on regarde, nous sommes bien une évolution de minéral, le Big Bang. Le Big Bang c'est quoi ce Big Bang? C'est rencontre, temps, espace. C'est la première loi de notre univers. Et c'est une loi fractale qui se déploie dans toute existence. Et donc, le minéral, le végétal, l'animal, c'est-à-dire que, et l'homme, mais ce corps, il est d'abord de biologie animale. Et tout ce que l'on a étudié sur l'inconscient, on a étudié le comportement de l'animal. Tout le travail de Jung, de Freud, qui est magnifique, un superbe travail, donc c'est pas du tout de remettre en question, mais c'est des stratégies de survie de l'inconscient. Alors que l'inconscient universel dont je parle, c'est un inconscient qui n'est pas soumis au temps et à l'espace. Il ne compense rien, il n'évolue pas, il est. Et ce qui veut dire que ce corps est d'abord une biologie animale. Et Teilhard de Chardin est en train de dire, nous ne sommes pas un corps biologique animal qui cherche à s'élever. Notre nature est une nature éternelle, une nature divine, spirituelle, qui expérimente cette dualité. Ça change tout. Donc notre nature, c'est cette expérimentation. Et là, on commence à apercevoir quelque chose. Parce que, justement, ça ne passe pas par la compréhension, par l'intelligence. L'intelligence, c'est le propre de l'animal. L'animal, il a toutes ses stratégies pour assurer la survie, pour assurer, quand on parle de unité survie, ben c'est quoi? C'est lié à l'espace-territoire, alimentation, descendance. Descendance liée au temps. Toute unité se relie sur 3 plans. Hein, et donc, pour l'animal, si un seul de ces plans disparaît, la survie disparaît. Ce qui fait que dès qu'un de ces élans est en danger, l'animal il va trouver des stratégies. Il a une intelligence extraordinaire pour trouver l'action juste. Mais tant que nous vivons dans ce clivage, nous restons dans notre biologie animale
Et nous sommes dans l'illusion d'une biologie animale qui cherche à trouver une dimension spirituelle. Et dans le dernier livre qui vient de sortir, là, que je viens d'écrire, Les 10 commandements. des 10 commandements, comme étant, j'ai été baigné dans cette histoire des 10 commandements, mais je trouvais que ça me dérangeait beaucoup, cette notion de dictat, vraiment, il y a vérité en deçà, erreur au-delà, donc il y avait une loi. Et je suis pas du tout un érudit des textes hébreux, mais ça m'a intéressé d'essayer de regarder d'une autre façon. Et dans la légende biblique, quand donc je me suis renseigné sur différentes des gens comme Annick de Souzenel, hein, comme Georges Laïc, qui sont des gens que j'apprécie beaucoup. Quand on lit la légende biblique, la première phrase que Dieu dit à Moïse, il dit « Je suis l'Éternel qui te libère de l'esclavage, de la maison de l'esclavage. Je suis Yahvé, ton Elohim, bref. Mais je suis l'Éternel, c'est quoi? L'Éternel, c'est ni temps ni espace. Donc dès que tu cesses d'entretenir le temps et l'espace, tu es libre. C'est-à-dire que l'homme est libre, mais il ne le sait pas. Et tant que nous cautionnons la survie, nous restons prisonniers. Il n'y a pas à se libérer nous sommes libres. Il y a à cesser d'entretenir la survie. C'est pour ça que je dis régulièrement, ne cherchons pas à vivre, cessons d'entretenir nos mécanismes de survie et sa vie. Et ça, c'est une philosophie de vie. Oui, oui, c'est une philosophie. Ça implique, parce que c'est, je veux dire que d'appréhender un concept, c'est très bien, mais ça n'a aucun sens si c'est pas dans une mise en pratique du quotidien. Hein, alors je suis comme tout le monde, hein, je veux dire que je vais réagir. Bien sûr. Je suis pas du tout. Je suis tu pas es dans cette dualité aussi sur ce plan terrestre. Sauf bien que sûr. je vais cesser de l'entretenir assez rapidement. Okay. C'est dans ce sens-là, je vais le dire. Et souvent, je dis, en fait, quand on a une réaction émotionnelle, il faut 90 secondes pour que toutes les cellules soient informées. Donc, ça nous laisse confortablement 90 secondes de réaction. On a le droit. Mais on a le droit. Pendant 90 secondes, voilà. On a le droit. On a le droit. Ah ouais. Après on entretient un mécanisme de survie. Oui. Et c'est là, il faut se resituer. Qu'est-ce que tu veux? On peut plus dire de soi un univers unique et mettre la cause à l'extérieur. C'est dans ce sens-là. Alors, on va voir de ce savoir que tu as aujourd'hui et de tous tes acquis, de tout ce que tu as écrit, justement, comment naît la bioanalogie? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'une fois qu'on a compris cette philosophie de vie qui t'habite et qui est ce que tu es aujourd'hui et qui fait ta singularité, il faut le transmettre. Absolument. Il faut l'expliquer. Il faut en témoigner. Il faut témoigner. Et il faut surtout témoigner d'une manière très pédagogue. C'est ça. Voilà, pour ne pas qu'on te perde. C'est ça. Voilà, mais oui. Parce et de temps en temps, quand on te lit, effectivement, la plupart du temps, d'ailleurs, il faut parfois lire à 2 fois. Oui. Avant de... T'es conscient de ça? Mais bien, combien de fois j'ai des étudiants qui ont fait 4 fois, 5 fois le même séminaire. Mais oui. Et qui me disent, c'est la première fois que tu dis ça. Alors que c'est le même. Alors j'aurais dit tout le temps les mêmes choses. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais parce que ça ne passe pas par la compréhension, mais par l'expérimentation. Et ça se vit. Et ça se vit. Ouais. Ça se vit, puis il y a un moment où... Et en fait, la seule chose juste, c'est de se resituer. C'est de se repositionner. Et parfois, c'est un travail d'une vie, ça. Hein. Ben oui, c'est ça. Bien sûr. Parce que, en effet, je suis le premier, comme je le dis, à avoir une réaction, un truc... Mais alors, ça veut dire que tu te réajustes à chaque fois? Oui. Et alors, il y a se réajuster, donc dans la relation humaine, dans les actions de vie, etc. Et puis, il y a aussi... Il y a une pratique en bioanalogie, je mets entre guillemets une pratique, c'est ce que j'ai appelé les gravitations. Ça veut dire que c'est... En fait, là, je suis posé sur un canapé, très confortable, et ce canapé, il porte ce corps. Et si je suis juste présent là où mon corps est porté par le canapé, par la terre, juste être présent, et en même temps, je vais scanner du sommet de la tête jusqu'à la pointe des pieds, où est-ce qu'il y a une tension? Alors, je dis de parler et de faire les deux en même temps, pas possible, mais sur le front, ok, je m'aperçois qu'il y a une front. Je ne cherche pas à faire disparaître cette tension sur le front, je cesse de l'entretenir. Les yeux, je cesse de l'entretenir. Et plus je cesse d'entretenir mes tensions, plus je suis présent là où je suis. Plus la gravité s'installe, et plus je suis dans le présent. Et je m'aperçois que toutes mes tensions sont le témoignage des clivages que j'ai d'interpréter l'extérieur en positif ou négatif. Et donc, c'est une expérience où à un moment, il n'y a plus rien à dire.
Et je ne peux pas dire vous allez trouver ça. Non, non, chacun a une expérience unique. Il n'y a rien à dire que, OK. Et combien de fois, alors ça peut se faire, on peut prendre le temps, je le propose moi sur mon site de bioanalogie tous les mardis midi, on a une 15 minutes comme ça, c'est ouvert à tout le monde, très bien. Mais ça peut être instantané en 2 secondes. Je veux dire, tu me poses une question, mon premier réflexe, c'est instantanément de faire ça. C'est pas de chercher la réponse, c'est d'abord de se mettre là. Parce que chercher la réponse, ça serait vouloir résoudre quelque chose. Et donc, c'est aussi, en bioanalogie, cesser de considérer notre existence comme quelque chose à résoudre. Notre existence n'est pas un problème, elle n'est pas à résoudre, elle est à vivre. Ça, je pense que ça, c'est une phrase importante, ça. Oui. Cesser de considérer notre existence comme quelque chose à résoudre. Absolument. Il n'y a rien à résoudre. Il y a une expérimentation. Si je veux résoudre, c'est que je mets l'extérieur comme problème et je reste dans la survie. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on accueille ça, cette philosophie de vie dont tu parles, quel apaisement. Ah mais bien sûr, bien évidemment. Je veux dire que, en même temps, je le redis, je peux avoir un stress, mais ok, mais quel confort de se dire, attends, la certitude absolue que tout ce qui me touche a sens au service de la conscience. Tout. Il n'y a pas un événement aléatoire, c'est pas de chance. Non, non. Le mot pas de chance n'a aucun sens. Et nous ne sommes touchés que par ce dont nous avons l'information à l'intérieur de nous, mais dont nous ne sommes pas conscients. Je veux dire, si je me promène à la campagne, très bien, et puis à un moment, je suis perdu. Je suis perdu, ça, je vois les arbres, les maisons, un ruisseau, une montagne, et je ne reconnais rien. Je vais donc scanner jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui me touche, c'est-à-dire quelque chose que je reconnaisse, dont j'ai l'information en moi. Donc, ça veut dire que quand quelque chose me touche, on me fait une réflexion qui me touche. Ah, si elle me touche, c'est qu'il y a quelque chose qui est en moi dont je ne suis pas conscient. T'es bon à rien. Ou tu peux être conscient. Si l'information te touche, elle peut aussi révéler des choses dont tu es parfaitement conscient. Oui, mais que je n'ai pas intégré si je suis touché. Parce que je veux dire, on m'a traité de bon à rien. Enfant. Rien. Et ça me blessait. Mais je suis vraiment bon pour le rien. Et j'ai compris que c'est justement cette expérimentation, elle est sans objet, sans attente, sans vouloir. Et ça devient très intéressant d'être à l'écoute de ces phrases que l'on croyait assassines. Je dis bien qu'on croyait assassines. Absolument. Qui ne font que révéler la richesse qui est en nous, que nous ne savons pas vivre en conscience. Waouh. Amen. Alors revenons quand même sur la genèse de la bioanalogie. Oui. Moi j'ai lu évidemment, d'abord le mot bioanalogie, il a une signification. Absolument. Bio c'est la vie et analogie, c'est-à-dire que tout est analogique avec cette loi. La première loi de notre univers, ce Big Bang. Ça veut dire que c'est comme des fractales. Cette loi qui, dans toute chose que j'identifie, quelle qu'elle soit, est soumise à cette loi. 3 plans, ni reliés ni séparés, appartenant à une seule et même réalité. Et ça, ce qui fait que j'ai écrit un grand livre sur le grand livre de la guérison, où j'ai lu tout le corps, à partir de là, tout le système ostéo-articulaire. C'est le temps, l'action, l'espace. Mais si je reprends le temps, il y a le temps, l'action, l'espace. Si je reprends le temps, il y a le temps, l'action, l'espace. Et ça devient d'une cohérence absolue. Tout est à sa place. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire que c'est de sortir aussi de l'illusion du chaos, de l'inco. Non, tout est d'une cohérence absolue. Oui, c'est ce que disaient beaucoup d'intervenants qui sont venus sur ce plateau et qui nous disaient l'infiniment grand et l'infiniment petit, tout est parfait. Bien sûr. Tout est millimétré. Enfin, je veux dire, tout est. C'est ça. Aussi bien l'infiniment grand que l'infiniment petit. Il n'y a aucun aléatoire. Il n'y a aucun aléatoire, non, bien sûr. Absolument. Alors donc cette bioanalogie, alors tu racontes aussi la manière dont tu vas créer ce concept, parce que c'est un concept la bioanalogie. Absolument, entièrement. C'est un concept. Et alors tu racontes cette histoire de conférence que tu as dû raconter 50 fois, où tu te retrouves dans une conférence, où on te demande d'ailleurs de faire une conférence que tu co-animes, c'est ça ? Ah ben,
Oui, alors ça c'est. Oui, je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est tellement. Mais c'est la base, c'est les quel fonds. cadeau. Mais oui, bien c'est sûr, la mais base. je veux dire, la bioanalogie, tu l'as créée à partir de Absolument. cette prise de C'est conscience-là. exact. Il y a, je peux dire, un jour très précis. Un jour très précis Oui. où, en effet, un ami qui était prof de yoga qui me propose d'aller faire d'animer un séminaire. Il dit, avec tout ce que tu as fait, on va faire un séminaire. Donc, on prend une semaine, 5 jours, avec 15 personnes en présentiel. Et comme dans ma famille, la référence, c'était les universitaires, tout de même. C'était des gens, voilà. Et moi, on a réussi à faire kiné, mais de lui, le prof de gym ou machin, enfin, c'était vraiment... C'était du bas de gamme. C'était vraiment du bas de gamme. Ouais. Et donc, dans cette dévalorisation, j'ai voulu rivaliser. Donc, j'ai appris plein de choses. J'ai fait de la médecine chinoise, j'ai fait de la biologie, j'ai fait tout un tas de choses, très bien. Et donc, je vais donc animer ce séminaire avec cet ami. Et j'arrive à ce séminaire avec 2 sacs pleins de tout mon savoir. Il y a plus de 40 ans, et à l'époque, il n'y avait pas des ordinateurs, avec le téléphone, il y a tout maintenant. Bien sûr, bien sûr. Et à ce séminaire, il y a une femme qui est agrégée de sciences orientales, quelque chose comme ça, qui était un domaine que j'aimais. Chaque mot que je disais, l'universitaire parfaite, mais elle a été... Quel cadeau du ciel, bien quel sûr. cadeau du ciel. Mais elle t'a démonté de bout en bout. À chaque mot. Est-ce que tu as la preuve de ça? Ta source, elle vient d'où? Moi, je savais que j'avais dans tel ou tel livre, mais tu penses bien que je... On va pas réussir. Et là, j'ai failli partir pendant le... Et là, je me suis dit, plus jamais, je vais animer un séminaire avec un papier. Si je suis pas capable d'appuyer sur ce que je suis, alors il vaut mieux que je me taise. Mais ça a fait basculer ma vie. Parce que je me suis mis juste là, sans aucune obligation de résultat. On me pose une question, ben non, il n'y a aucune obligation de réponse. Et c'est là où tout s'est construit. C'est là où tout s'est construit en s'appuyant toujours sur cette cohérence qui, pour moi, c'était cette première loi de l'univers, cette cohérence qui est là. Et ça s'est construit au fur et à mesure, au fur et à mesure. Juste une parenthèse. Tu as revu cette femme? Non. Non. Ah, tu sais pas ce qu'elle est devenue. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Et elle, par conséquent, elle ne sait pas ce que tu es devenu non plus. Mais si elle m'entend, je lui rends grâce d'avoir été présent dans ma vie. Tu te rends compte, elle a transformé, elle t'a fait prendre conscience des choses. Complètement. Pour le coup. Et donc, à partir de ce moment-là, tu ressors de cette conférence, comment dirais-je, tu t'autorises en te disant, ben voilà, à partir de maintenant, je vais réagir comme ça, je ne prépare rien, absolument, je n'organise rien, papier. Et j'y vais comme ça. Je veux dire, quand je fais la formation sur les clés de naissance ou sur la biologie, oui, il y a 16 jours de formation, je vais à 16 jours de formation sans aucun papier. Mais ça se recrée à chaque fois. Ah, et comment tu le vis, toi? Voilà. Alors oui, je vais avoir 3 ou 4 notes une trame, une trame, bien évidemment, mais pas... Alors tu dis, la bioanalogie répond à une seule et même loi, celle de l'inconscient universel ou la loi du principe. C'est ça, c'est ça. Donc ce que j'ai écrit dans l'évidence, c'est ça. C'est-à-dire, cet inconscient universel, c'est cette loi de l'existence. Toute chose identifiée est soumise à cette loi d'une rencontre de 3 plans, mais c'est pas nouveau. Je veux dire, j'ai rien inventé. Bien sûr. Les Confucius, la médecine chinoise, les Grecs, les anciens, on parle déjà, toutes les traditions ésotériques en parlent de ces 3 plans. Mais ces 3 plans qui appartiennent à une seule même réalité, c'est pas 3 niveaux. C'est pas le ciel est plus haut que la terre. Non. Et c'est ça qui est important, c'est de sortir de l'idée, ces 3 plans, et l'un n'existe pas sans l'autre. Et la grande illusion, c'est de croire qu'il y a un plan qui est mieux qu'un autre. La grande illusion, c'est de croire qu'il faut s'améliorer. Non, nous n'allons pas nous améliorer. C'est-à-dire, si je veux m'améliorer, je suis en train de me juger et dire que... Et donc, j'ai aucun accueil de ce que je suis tel que je suis. Alors, là, il y a des détracteurs de cette phrase-là, oui. de ce concept-là et de cette vision dont tu parles. Parce que si il y a des gens qui disent, mais alors si je pars du principe que je n'ai pas à m'améliorer, c'est que je n'ai donc pas à progresser. Attention, amélioration et évolution sont 2 choses différentes. C'est ça. Je n'ai pas elle est là, la nuance. Et la subtilité de la nuance, elle est importante. Parce qu'il y a des gens qui te disent, si je pars de ce principe, je reste sur mes acquis, je reste sur mes fondamentaux positifs, négatifs, je n'ai pas évolué. C'est ça. Mais c'est ça l'illusion, pas du tout. C'est que, justement, de cesser de vouloir s'améliorer, c'est d'abord de s'accueillir tel que nous sommes. Parce que je veux dire, tout ce que chacun de nous a fait jusqu'à maintenant, en termes de survie, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bravo, chapeau d'avoir fait ça. On est passé à côté de rien, on ne s'est pas trompé, on n'a pas fait d'erreur. C'est ce qui nous a permis d'exister survivants aujourd'hui. Donc sortir de toute culpabilité. Et dès que je commence à m'accueillir tel que je suis, ça aime.
et je suis plus en train de demander à être aimé. Et c'est là on s'aperçoit que l'amour, c'est pas quelque chose qui se donne et qui se reçoit, c'est un constat qui se fait quand on s'accueille tel que l'on est, et dès qu'on s'accueille tel que l'on est, ça évolue. C'est ça le grand changement. Enfin, Mais alors, si on devait schématiser les choses, est-ce qu'on pourrait dire que tu as, c'est l'image qui me vient comme ça, 2 espèces de petits diablotins sur les épaules, et Oui. puis tu en as un qui est toujours dans cet alignement, Oui, et puis de temps en temps, l'autre qui dérive, oui. et qui essaie de te faire prendre le mauvais chemin. Donc ça veut dire que tu te réalignes à chaque fois et tu fais en sorte de rester centré comme ça, mais c'est OK. Oui, c'est ça, c'est OK. Mais j'en suis bien conscient, en effet. Je veux dire que on peut vite, ah mince, ça va pas encore, il y a ce truc qui marche pas, C'est ça. Oh. Et ne pas le cautionner, quoi. Je suis pas en train de dire que c'est facile, et ça demande aussi OK, allez, je me pose. J'arrête de rentrer dans Cette spirale. cette spirale. Ah, c'est ça. Donc ce concept de la bioanalogie, tu dis, c'est un concept qui réunit l'inconscient universel, la loi du principe et les fameuses l'empreinte Alors, de naissance. Et alors là, il faut suivre un petit peu. Sur l'empreinte de naissance, tu dis que chaque empreinte est composée de 4 dates fondatrices. oui, Ces 4 dates révèlent une clé de naissance. absolument. Voilà. Et on en a tous une. Absolument. Et toi, tu en totalises 36. Il y a Enfin, 36 clés. tu as 36 clés. Alors moi, j'ai fait le test. Bravo. Parce que sur ton site, il y a le test. Oui, absolument. Pour savoir, alors je te le dis tout de suite, ma clé du jour. C'est toujours ta clé de naissance. Non, il y a la clé du jour qui détermine ensuite la clé de naissance. Ah oui, enfin, Quand tu rentres ta date de naissance Oui. sur ton site, voilà, tu as eu une clé. il y a la clé du jour. Oui. Et en dessous, tu as la clé de naissance. Alors, on s'en moque de la clé du jour? Ouais, si, parce que la clé de jour, c'est aujourd'hui, il y a une clé, Oui. et il y a une relation entre ma clé de naissance avec la clé du jour. Très Donc bien. c'est ta clé de naissance. La qui clé de m'intéresse. naissance, 1186. Alors, qui se dit Comment on l'a... 1,8,6, c'est 1,8. 4 temps. Non, 1186. 1,8,6. Ok. Parfait. Alors, Analyse. non, alors, il faut d'abord savoir Ouais. qu'il n'y a aucune clé qui est bonne ou mauvaise. Ok. Il n'y a pas une meilleure clé qu'une autre. Il n'y a pas une clé qui t'es un 1,8,6, ça va, alors non, Ouais. il y a, tu peux rien coller sur une clé. Ouais. Et la clé n'existe que dans la relation. Hein? Et donc, dans cette clé, ça veut dire qu'il y a 4 nombres. Le premier qui est lié au temps, qui est le 1. Le deuxième qui est lié à l'action, qui est le 1. Le troisième qui est lié à l'espace, au constat, le 8. Et le quatrième, le 6, qui est tout. Cette conscience que tu as de tout ça. Ça veut dire que 1, 8, ça veut dire que on va dire que ce qui te sécurise, si on va dire, je prends celui-ci, ce qui te sécurise, c'est quand tout est juste. Quand tout est juste. L'injustice t'insécurise. Tu vois, M'obsède même. Ah ben, bien sûr. Clairement. Oui, mais ça m'étonne pas. Me rend fou. C'est ça. Hein, et donc, ça veut dire ton point de repère, c'est le 1. Et ton point de repère, c'est le respect. C'est le respect. Ça veut dire que c'est le respect. Mais en dualité, je vais vouloir chercher à être reconnu. Tu vois? Alors, c'est ni bien ni mal. Hein, bien sûr. C'est un besoin d'exister, un besoin de reconnaissance. Et donc, du coup, je vais réagir en voulant être reconnu, ou au contraire, je vais agir en me respectant. Sans aucune référence, sans aucune comparaison. Et le 6, je sais au fond de moi que la seule et unique chose que je dois respecter, c'est la bienveillance avec moi-même. Et que l'amour ne vient pas de l'extérieur. Alors, ça, c'est un schéma bien sûr, rapide. Très rapide, juste de ces 4 nombres. Bien sûr. Parce que ces 4 nombres se déclinent dans un arbre où il y a 27 autres nombres qui vont nous donner notre libre arbitre. Par exemple, justement, ton libre arbitre, ce qui est intéressant dans cette clé, c'est l'humain, l'amour. Ça veut dire que dès que tu es dans la bienveillance avec toi-même, tu te respectes, mais dès que tu cherches l'amour, tu vas chercher à être reconnu. Tu vois, voilà. Hein, et tu vas agir comme ça. C'est pas mieux ni moins bien, chacun dans ce mécanisme de survie. Donc, ça va nous donner le libre arbitre. Ça va nous donner la valeur absolue. Par exemple, la valeur absolue, pour toi, c'est ce 9, c'est que la valeur absolue, c'est comme si c'était
ça serait de vivre intensément, de s'en remettre à la vie. Tu vois, voilà. Tu vois, c'est ça. Mais justement, quand je suis dans l'idée qu'il faut faire, avec un résultat, là, je suis en dépression. Oui, complètement. Tu vois, voilà. Complètement. Alors, il faut qu'on reprenne les fondamentaux. Tu dis que donc chaque empreinte, ce qu'on appelle les empreintes de naissance, tu dis que chaque empreinte est composée de 4 dates fondatrices. C'est ça. Alors, quelles sont-elles ces dates? Alors, c'est le jour de la naissance, 9 mois avant, 18 mois avant et 9 mois après, par rapport à la naissance. Et c'est jour pour jour. On n'est pas dans l'inconscient. Ça veut dire qu'il y a ta date de naissance, et la date de naissance, on va prendre 9 mois avant, jour pour jour. Même si on est prématuré, même si on est... Non, ça veut dire que même si tu es né le 30 novembre, tu prendras date de conception le 30 février, qui n'existe pas. Mais, voilà, parce qu'en fait, c'était en termes de mois, mais autrefois, c'était en termes de lune. C'est le 9 qui est la valeur source, j'allais dire. Et ce qui fait que notre empreinte de naissance, comme je l'ai dit, c'est une inscription dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a la conception, c'est le début de notre temps, et la naissance en couple cordon, c'est le début de notre espace. Et donc, ce sont deux temps qui se rencontrent pendant cette grossesse, et il y a les 9 mois avant la conception et 9 mois après la naissance. Alors, j'explique pourquoi. Ça veut dire que ce qui m'a intéressé, c'est quand j'ai compris que toute notre biologie est issue de la mémoire animale. Et que la fonction première de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce. C'est ça la fonction première. Et en fait, il y avait un homme qui s'appelait Marc Fréchet, qui avait fait un travail magnifique sur les cycles d'autonomie. C'est-à-dire qu'il nommait que, par exemple, le jour où tu deviens autonome, tu coupes le cordon familial, que tu es autonome et tout, tu revis exactement ce qui s'est passé autour de la naissance. Et donc, si tu es autonome à 18 ans, tu as un cycle de 18 ans. Voilà. Il a découvert des cycles comme ça. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Je me suis dit, mais alors, quel est c'est-à-dire que l'embryon, il va enregistrer l'émotionnel des parents. On le sait. C'est pas nouveau, l'épigénétique nous le montre. Absolument. Mais la médecine chinoise nous l'expliquait. Dans l'empereur Wang Ti, dans Datin Soen, explique comment l'embryon résonne avec la vie des parents. Et je me suis dit, mais quelle est la mémoire, quel est l'émotionnel commun de toutes les mères? Tu vois, pour essayer de trouver celui qu'on va reproduire le plus, puisqu'on reproduit ce qu'on connaît. Et en fait, chaque femme qui réalise qu'elle est enceinte, elle va fixer un terme. Et un terme qu'elle va fixer à 9 mois, ou 9 lunes, autrefois c'était 9 lunes, mais elle va fixer un terme qui va à 9 mois. Donc, cet émotionnel, elle est enceinte, donc elle va fixer une date d'un terme. Même si l'enfant, il est prématuré, il sera bien prématuré par rapport à ce terme. Ce qui fait que le cerveau, il travaille au premier degré, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre ce qui est vrai, ce qui est imaginaire, ce qui est... bon. Et pour lui, si je dis ce qui se conçoit arrive à terme 9 mois après, donc tout ce qui se conçoit à un terme 9 mois après, mais cet instant-là, il est bien aussi le terme de quelque chose qui a commencé 9 mois avant. Donc l'instant présent s'inscrit dans 18 mois. Donc il y a un instant de la conception et un instant de la naissance. C'est pour ça qu'on laisse ces 27 mois. Wow. Voilà. Hein, donc ça s'inscrit dans ces deux temps, le temps et l'espace. Une fois de plus, c'est dans cet inconscient universel. Donc il y a dans cette empreinte, il y a ces 4 dates fondatrices dont tu viens de parler, et ces 4 dates révèlent donc ce qu'on appelle la clé de naissance que j'ai évoqué tout à l'heure avec le fameux 1186. Absolument. En ce qui me concerne, et si vous allez sur le site de Jean-Philippe Brebion, vous pouvez directement vous taper bioanalogie, vous pouvez rentrer votre date de naissance, hop, c'est automatique et ça vous sort ça. Et alors, ça vous donne une petite explication de ce que représente ce 1186 en l'occurrence. Voilà, ça donne la trame. La trame. Ouais. Et justement, un rapprochement que j'ai fait où on le voit, où c'est le plus épuré, c'est dans ce petit livre sur les 4 nobles vérités de la naissance en lien avec les 4 nobles vérités du bouddhisme. En effet, ça donne juste la base, comme je te l'ai dit. Voilà. Alors, et donc, ensuite, une fois qu'on a cette clé de naissance, d'abord, tu expliques qu'on en a tous, heureusement. On en a chacun une, heureusement. Et on en a chacun une. Et il y a 200 millions de personnes qui ont la même clé que toi. Exactement. Exactement. Et tu dis il en existe 36. D'où ça sort?
Alors moi, au début, très naïvement, je croyais qu'il y en avait 9 999. Hein. Et en fait, c'est parce qu'on m'a invité au Québec. On m'a invité au Québec à faire une conférence quand l'empreinte de naissance est sortie. Je connaissais pas les clés de naissance encore. Et je venais de lire le livre de Dan Millman, Chemin de vie. Et je trouvais ça très intéressant, que le chemin de vie, il donne plein d'informations. Et moi, je me suis dit, mais on a 4 chemins de vie. De la naissance, conception, moins de plus ça. Et ce qui fait que, comme j'allais faire aussi en même temps un séminaire sur l'empreinte de naissance, j'ai tout de suite commencé à calculer le chemin de vie. Mais au début, les gens me disaient, mais moi, j'ai été conçu telle date, ou je suis, bon. Donc, et puis ça s'est ajusté au fur et à mesure. Et donc, il y a une évidence mathématique qui fait que il peut pas y avoir plus de 36 clés. J'ai Sylvie, mon épouse, qui est prof de maths, quand je l'ai rencontrée il y a 13 ans, elle me dit, bah oui, c'est évident, parce que bon, alors, j'étais complètement désemparé, parce qu'elle me l'a prouvé instantanément qu'il pouvait y avoir, voilà. Ouais. Donc il y a ces 36 clés de naissance qui sont donc la structure de notre façon d'interpréter notre réalité. C'est ça. C'est de la façon, c'est-à-dire que notre expérimentation se fait, c'est une expérimentation d'une rencontre du temps et de l'espace, donc on interprète la réalité à travers ces paramètres. À quoi ça sert de savoir ça? Alors, ça sert à se reconnaître. Parce que chacun de nous, si on imagine, au moment de notre conception, c'est le premier temps de notre existence. Moi, j'ai aucun a priori sur ce qui se passe avant, j'en sais rien, je ne sais pas. L'incarnation, la réincarnation, je ne sais pas. Notre existence, c'est ça. C'est quoi cette existence? C'est un ovule, un spermatozoïde, avec toute la mémoire généalogique, d'ADN, de tout le transgénérationnel, l'émotionnel des parents. Cette rencontre, ça n'a jamais existé dans l'univers, et ça n'existera jamais dans le même temps, dans le même lieu, avec les mêmes paramètres. D'autant plus que, alors là je fais un petit aparté aussi sur la notion que nous avons de notre arbre généalogique. Hein, je veux dire que on a cette image, la rencontre de notre père et de notre mère, c'est notre existence, mais nos parents sont aussi une rencontre, donc il y a les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Mais si je compte, les parents, ça fait 2, ensuite 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et si je remonte comme ça jusqu'à la 33e génération, 33 générations, ça fait à peu près 800 ans, 1000 ans. Sur une seule ligne, tu sais combien ça fait de personnes? Ça fait 8 milliards 400 millions de personnes. Alors, il suffit de prendre la calculette, hein, j'ai rien inventé. Sauf qu'il y a 1000 ans, il y avait 400 millions d'habitants sur la Terre. Donc, dans mon arbre généalogique, j'en ai 8 milliards de trop. Donc, l'image que nous avons de cet arbre généalogique qui s'élargit, elle est fausse. Plus nous remontons dans le temps, plus nous avons des ancêtres communs. Et on supprimerait un ancêtre de la 33e génération. Je voudrais savoir combien d'habitants il resterait à Paris. Incroyable. Tu comprends? Donc, l'analyse est dingue. Et c'est vraiment. Oui, non, mais c'est mathématique, mais c'est comment dirais-je, c'est abyssal. Mais oui, c'est abyssal. Absolument, c'est abyssal. Absolument, c'est abyssal. Et ça veut dire que plus nous remontons dans le temps, plus nos mémoires sont communes. Il y a des mémoires individuelles, de l'empreinte de naissance, l'émotionnel des parents, mais plus on remonte, plus nos mémoires sont communes. Et donc, ça remonte jusqu'à l'origine de l'humanité. Bien sûr. Jusqu'à l'origine de l'animal, du végétal et du minéral. Ça veut dire qu'entre le Big Bang et ta conception, enlève un seul élément, t'as pas d'existence. Moi non plus. Hein. On n'a pas d'existence. Ce qui veut dire que on est dans l'illusion complète de mettre une cause à un ancêtre, un machin, un truc. Chacun est 100%. C'est pas une partie de. Alors, ça révolutionne, ton analyse-là, révolutionne le transgénérationnel. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai fait une intervention il y a pas longtemps au symposium de psychogénéalogie à Lyon, là, et justement, j'expliquais ça, et je disais, mais c'est très bien, ce transgénérationnel, les travaux d'Anne-Laure Schlumberger, ils sont magnifiques, elle a travaillé là-dessus, c'est magnifique. Simplement, c'est que ça permet juste de désengrammer des choses pour mieux vivre le présent. Ça n'est qu'une illusion? C'est pas une illusion, ça permet un mieux-être au présent. Ça ne permet qu'un mieux-être au présent? Mais oui, mais ça veut dire que ce n'est pas fondé?
Ah si, c'est totalement fondé. Non, mais je te parle du transgénérationnel, là, Il pour est le coup. parfaitement fondé. Ah, c'est fondé. Ah mais 1000 fois. Oui. Ah non, mais 1000 fois. 1000 fois, simplement, c'est qu'on va être sensible à tel ou tel ancêtre. Et mais il y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est dans ce sens-là ce que je veux dire. Mais au contraire, non, c'est un magnifique travail. Et simplement, c'est de cesser de mettre un ancêtre comme cause de mon malheur. C'est ça ce que je veux dire. Ok. Tu vois? Non, mais c'est pour ça que je te disais que ça remet en question les théories du transgénérationnel. Cesser de remettre en question l'impact d'un ancêtre. En termes de cause de mon malheur ou de mon bonheur. Tu vois, en termes de cause. C'est une caractéristique qui est là. Et ça désengramme, ça désagrippe ces identifications, là où on s'est identifié dans l'inconscient. Quelle folie, cette bioanalogie, c'est quand même incroyable. Alors, donc faites le test, hein, allez sur bioanalogie, rentrez votre date de naissance et puis vous verrez un petit peu. Alors, une fois qu'on a fait ce petit test gratuit en accès libre pour tout le monde, quand on veut aller plus loin dans l'analyse. Alors, il y a des consultations avec ça, ça veut dire que en effet, il y a tout un arbre, comme un losange, il y a 27 nombres, qui vont permettre, comme je viens de dire tout à l'heure, de se reconnaître. Ça veut dire qu'une personne arrive avec une problématique. Je sais que, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, elle est en train d'interpréter la réalité à travers telle ou telle chose. Donc, en fait, oui, c'était parce que j'avais besoin d'être reconnu, ou je voulais avoir une place, ou je voulais sortir du jugement, ou ok, d'accord. Et qu'en fait, je n'ai pas le respect de moi-même, ou j'ai pas, par exemple, si tu veux, on va dire que si je prends pour toi, si toi tu es un mal-être quelconque, c'est que tu t'es positionné dans un idéal qui n'est pas la réalité, donc tu n'as pas respecté ta réalité à toi. Toute situation, ça va être ça. Hein? Et donc, du coup, comme je me positionne dans un idéal, ben, mon action ne sert à rien. J'ai l'impression de me battre, ça ne sert à rien. Et je vais me dévaloriser. Tu vois? Ça se tient. Non, mais ça se tient. Ça se tient. Oui. Et là, on survole. Hein, bien sûr. On peut aller faire une analyse surtout plus poussée, que bien sûr. je me permets rarement de dire ça si la personne n'a jamais posé de questions, tu comprends? Bien sûr. Donc on peut consulter pour aller plus loin, évidemment, dans l'analyse. Parce que, étant donné que nous sommes un univers unique, original et singulier, c'est-à-dire que ça n'a jamais existé dans l'univers, ça n'existera jamais, et le jour où ce corps disparaît, l'univers disparaît. C'est important aussi. Le jour où ce corps disparaît, cet univers-là disparaît. Hein? Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune référence à cette expérimentation. Il n'y a aucune voie. Il n'y a aucun chemin à suivre. Ce que j'ai décrit dans le nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune référence, il n'y a aucun chemin, il n'y a aucune amélioration à vouloir. Donc, sortir de l'idée qu'il y a un niveau qui est mieux qu'un autre. Il n'y a pas d'idéal à avoir. Il n'y a que l'expérimentation. Parce que, par définition, tout idéal n'est pas la réalité. Hein? Il n'y a pas de résultat à avoir puisque c'est une expérimentation permanente. Il n'y a pas à aller chercher l'amour puisque c'est là que l'amour, c'est un constat qui se fait quand justement on est dans cette expérimentation du respect de notre propre vérité. Il n'y a pas à vouloir donner du sens à notre vie. Alors qu'on dit, parce qu'on dit tout le temps, mais il faut donner du sens à sa vie. Oui. Si je veux donner du sens à ma vie, je ne peux donner comme sens que le sens que je connais. Je ne peux pas donner un sens que je ne connais pas. Ce que je connais, ça vient du passé. Donc chaque fois que je veux donner du sens à ma vie, je vais vouloir réparer mon passé. Et j'entretiens ce clivage. Et ça veut dire que c'est à expérimenter et laisser la vie prendre sens. Et c'est dans la reconnaissance. Et là, ça a du sens pour moi, parce que je me reconnais dedans. Mais c'est un sens que je ne connaissais pas. Il n'y a pas à contrôler les choses, ou ni à comprendre. Parce que si je veux contrôler, il n'y a pas à juger. Si je juge, c'est que je suis dans l'idée que, ou si je contrôle, qu'il y a un élément extérieur qui risque d'être plus ou moins dangereux pour moi. Non, c'est ouvert à tous les possibles. Et il n'y a pas non plus à... Alors là aussi, il n'y a pas de culpabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a rien à pardonner. Il n'y a rien à lâcher prise.
il n'y a rien à accepter. Là, vous pouvez mettre pause. Vous avez le droit de revenir un tout petit peu avant et qu'on reprenne cette phrase. Il n'y a rien à pardonner. Non. Je veux dire, je m'entends, c'est un peu provocateur. Bien mais sûr, je ne le dis mais pas de façon provocatrice. non, mais mais c'est de sortir de cette illusion À la qu'il y a vôtre. pardonner. Parce que ça veut dire si je te dis, Marc, je te pardonne ce que tu m'as fait, c'est-à-dire que je considère que je suis encore victime et que je mets la cause à l'extérieur. Tu m'as traité de bon à rien, hein, voilà. Et je dis, bon, il était énervé, ça va, je dis rien, allez, je te pardonne. Ça veut dire que je reste, j'en ai rien fait. Et le jour où j'écoute, ça veut dire qu'il y a un événement qui vient de l'extérieur. Donc, t'es bon à rien, je rencontre, et ça me touche. Parce que justement, ma créativité, elle est dans l'idée de sortir d'une idée d'un objet, de vouloir saisir quelque chose. Hein, il y avait une magnifique phrase de Schwaller de Lubick, qui était une phrase sur laquelle j'étais tombé il y a quelques années, là aussi dans la dernière phrase de sa vie, qui était un égyptologue scientifique. Et il disait à propos du réel, il ne faut rien imaginer. Il faut se taire et écouter dans le silence, sans vouloir voir, et accepter le rien, car ce que l'humain appelle le rien, c'est cela qui est réalité. Magnifique. Elle allait tout à fait en résonance avec la phrase de Teilhard de Chardin, la vie expérimentation. Et donc, ça veut dire que je suis touché par cette phrase. Donc, je passe par ce rien, je n'en fais rien, je vais l'écouter au niveau neutre. Au niveau neutre, et là, je peux me reconnaître. Mais oui, ma créativité, c'est de cesser de vouloir un résultat, c'est d'expérimenter. Ça pardonne, parce que je me reconnais dedans. J'ai pas à te pardonner, je suis pas offensé. Ça a révélé ma créativité. C'est dans ce sens-là où je dis, il n'y a pas à pardonner. Hein? Ça calme tout de suite. Non, mais c'est évidemment, c'est pointu, Oui, c'est intéressant, c'est philosophique, oui, c'est scientifique. oui. Il y a- Est-ce que c'est scientifique? C'est un constat d'évidence. Mais quand tu parles de mathématiques, Oui. pour le coup, c'est scientifique. Oui, oui. C'est vrai. Oui. Bon. Et tout ça fait que tu as donné ce nom de la bioanalogie, Oui. voilà, pour permettre à des gens d'avoir une analyse de leur. Alors ça aussi, maintenant, je vais faire extrêmement attention à tous les mots que je vais employer. Est-ce que ça veut dire c'est faire une analyse de son être-té? Ça me plaît, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on est obligé d'utiliser un vieux vocabulaire. Eh oui, On n'a pas le vocabulaire. c'est ce que j'allais dire. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Tu vois, c'est Ah, mais c'est moi là non où plus. je me dis, on se sent désemparé parce que il n'y a pas le vocabulaire qui permet de C'est ça. déterminer ça. Donc, on prend des vieux mots et puis on les oui, dépouille un peu, on je les suis dépouille de d'accord, l'émotionnel je suis et puis on d'accord. essaie. Autrement, il n'y a rien à dire. Il y a juste cette expérience. Et c'est pour ça, dans le nouveau paradigme, là où j'ai posé ces 9 points clés de l'homme conscient, Les livres sont là à chaque fois, je les mets. oui, c'est de réaliser que ce nouveau paradigme, il a toujours été. On n'est pas en train de passer de l'ancien au nouveau paradigme, et il n'y a pas de pont entre les deux. Je veux dire, les lois de la physique quantique, elles existaient du temps de l'homme de Cro-Magnon. Évidemment. Donc, elles se sont révélées. On se révèle, mais elles ont toujours existé. Et donc, la conscience, elle a toujours été. Et c'est pour ça, quand je reprends cette première phrase dans la légende biblique, « Je suis l'Éternel qui te libère de la maison de l'esclavage », l'homme est libre, mais il ne le sait pas. La conscience, elle a toujours été. Il n'y a pas un chemin vers la conscience. Il n'y a pas à vouloir aller vers la conscience, elle est. Il y a à cesser de survivre. Parce que c'est en survivant que l'on met un voile, que l'on se coupe de la conscience. Il n'y a pas, pour prendre un terme très, dans le langage générique. moderne, pardon? Oui. Très générique. Oui, non, là, je vais dire plutôt moderne. La matrice, il n'y a pas à vouloir sortir de la matrice. Il n'y a pas à vouloir sortir de la matrice. En vouloir sortir de la matrice, on entretient. On n'est pas prisonnier de la matrice. C'est nous qui créons cette propre prison. Mais tu sais que cette philosophie que tu as, cette analyse que tu as, elle remet en question beaucoup de choses. Dans ce que l'on apprend au cœur du développement personnel. Je suis bien d'accord. On est bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et de la spiritualité. Bien, mais je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de voie à suivre. Là, ça mérite débat, là, tu vois, parce que effectivement, il y a des discours. Moi,
je me remémore des invités que j'ai là en face de moi, où je bois à chaque fois les paroles Oui, parce oui. que je trouve ça tellement instructif. Mais quand tu passes derrière, Ouais. waouh, ça anéantit tout ce qu'ils viennent de dire. Mais et c'est pas mon but. Non, on est bien d'accord. Mais parce- ça suscite réflexion. Voilà. Ça suscite, voilà. Et si tu veux, en effet, je vois très bien tous ces gens qui nous parlent de l'au-delà, des choses comme ça. Le gros avantage de toutes ces personnes, c'est qu'elles nous permettent de remettre en question ces notions de temps et d'espace. De communiquer avec l'au-delà, tu vois. vrai, et c'est ça, vrai. c'est très important. C'est vrai que c'est une dimension. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. important. Et C'est c'est pour vrai. ça que je trouve ça a toute sa place. Oui, c'est vrai. Ça a toute sa C'est vrai. place. Mais on ne peut pas cautionner, on ne peut pas entretenir cette illusion du temps et de l'espace. Mais ça ne se comprend pas, ça s'expérimente, tu sais. Et à chaque fois, à la fin de tous les entretiens, les conférences, je dis surtout ne me croyez pas, Oui. expérimentez. Ça, Oui. c'est vraiment. C'est la phrase. Et c'est ça. Et il n'y a pas à vouloir accéder à ce nouveau paradigme. Oui. Oui, c'est ça. Tu dis toute existence se manifeste sur 3 plans, Mmh. ni reliés, ni séparés et appartenant à une même réalité, Oui. ayant en commun un principe neutre, immatériel, Ainsi. insaisissable, Omniprésent omniprésent et omnipotent. et omnipotent. Ouais. Et là, on est vraiment dans notre dimension spirituelle. On n'est pas dans une dimension religieuse, dans une dimension spirituelle. Je suis responsable de cet univers. Et nous sommes responsables de l'univers que nous créons. Je veux dire, l'extérieur n'est pas une partie de nous. L'extérieur, c'est nous-mêmes. C'est pas l'extérieur qui est responsable de notre bonheur, de notre malheur. Nous sommes responsables de l'extérieur. C'est nous. Et c'est pour ça que notre dimension, c'est un positionnement. Je réponds de ce qui me touche. C'est la seule chose. La seule réponse, j'allais dire, c'est de répondre de ce qui nous touche. La seule attitude, c'est de répondre de ce qui nous touche. Et c'est ce qui change le monde. Et on voit bien que dans l'évolution, je veux dire qu'avant, il y avait un collectif pour se lutter contre une cause, se battre contre des causes, etc. Mais on était dans cette mémoire animale. Et dans cette dimension dans laquelle nous rentrons, c'est pas de rentrer dans le pour, le contre, je veux dire, dans tout ce qu'on peut voir, de se battre. C'est je réponds de ce qui me touche. Et c'est tout. Et l'extérieur change. C'est une remise en question. Alors, après entre guillemets, la difficulté, parce que même si on écoute ton analyse, que tout est cohérent, parce que Oui. honnêtement, tout se tient. Oui. On sent que cette petite baguette magique là, elle Oui. est absolument fantastique et elle permet d'un seul coup de visualiser. Elle est formidable. C'est fait sur mesure, ça? Ah oui, oui. Ah oui, j'imagine, parce que je me disais d'où ça sort. Mais je vais en fabriquer, parce que oui, bien sûr. Je me suis dit tiens, des baguettes. Puis visuellement, elle est très intéressante. Mais bien sûr, mais bien sûr, non, elle est fantastique. Comment mettre en application cette philosophie de vie au quotidien? Parce que c'est ça la vraie question. C'est-à-dire que tu peux passer des nuits entières à philosopher là-dessus. Bien sûr. Tu peux te faire ce qu'on appelle du jus de cerveau à n'en plus finir. Absolument. En essayant d'être dans cette... Bon. Comment mettre en application ce dont tu parles? Ne nous occupons pas des grandes choses, occupons-nous des petites choses. Mon voisin vient de me faire une réflexion, j'y réponds. J'y réponds intérieurement, pas lui. C'est tout. Je veux dire que souvent, en conférence, quand on me dit, je dis aux gens, est-ce que ça vous intéresse d'être en paix? Alors, bien sûr, je vais vous le donner la réponse immédiatement, vous allez voir, c'est instantané. Choisissez de ne pas vouloir un autre constat que celui qui est là. C'est tout. De ne pas vouloir un autre constat, c'est de ne pas vouloir une autre histoire que celle que j'ai eue, de ne pas vouloir un autre passé, de ne pas vouloir d'autres événements que ceux qui sont là. Il faut l'accepter, ça. Non, je le choisis. Et quand je le reconnais, ça accepte. Tu ne peux pas demander à une mère qui a perdu son enfant de lui dire qu'il faut accepter. C'est impossible. Inaudible. C'est inaudible, c'est inaudible. Et encore une fois, j'ai eu l'expérience avec en débat. Quand le sens se révèle et qu'elle découvre aussi qu'il y a aussi toute une partie cellulairement qui n'est pas possible d'accepter, il y a un sens qui se révèle. Et je me rappellerai toujours de qui m'a tellement touché, de cette femme qui avait perdu son fils de 20 ans, son fils unique, etc. Le drame absolu, on peut dire.
et qui me fait faire des séminaires pendant longtemps, que j'ai vu longtemps. Un an après, elle me dit: «Je peux le dire qu'à toi parce que personne ne va le comprendre. Je n'ai jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui». Ça veut pas dire qu'elle l'accepte, mais c'est accepter. C'est accepter parce que ça a pris sens. Ça a pris sens dans son chemin. Mais je veux dire, on peut que s'incliner, hein, parce Bien que sûr. je sais pas si moi-même, Mais bien sûr, je sais pas si moi-même je serais capable de. bien sûr de ça. Ouais. Ouais. C'est pour ça que la nécessité, de ton accompagnement Mmh. me semble, Oui, d'un me semble réajustement à chaque fois. C'est réajustement un à chaque réajustement à fois. chaque fois. C'est quand est-ce que je mets la cause à l'extérieur? OK, je suis touché, tu es touché? Du reste, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je parlais de ce petit livre sur les 4 vérités de notre naissance, Mmh. en lien avec les 4 nobles vérités de la souffrance du bouddhisme. Mmh. Ce qui m'intéresse toujours, moi, c'est les textes fondateurs des grandes religions. Parce que les textes fondateurs sont des textes qui parlent de l'être, sont des lois ontologiques. Après, la religion récupère et en fait quelque chose, les textes fondateurs. Et quand donc le prince Siddhartha, hein, est dans son palais doré, et puis il sort contre la vie de son père, dehors, et puis il va découvrir la souffrance. Il va découvrir que l'homme souffre, il va voir qu'il y a un mort, il va voir qu'il y a un malade, qu'il y a un vieillard, etc. Donc il va se mettre en méditation pendant 7 ans, et puis au bout de 7 ans, il va trouver l'éveil. Et il va comprendre pourquoi l'homme souffre. Et la première cause, donc il y a les 4 causes, les 4 nobles vérités de la souffrance. La première cause, c'est la reconnaissance de la souffrance. C'est d'abord de reconnaître que nous sommes touchés. Et combien de fois dire non, ça va. Et c'est ça le plus attentif, où il faut être le plus attentif. C'est oui, mais je suis touché. OK. Alors, est-ce que je survis dans la lutte ou au contraire, je vais toucher? Et c'est les petits détails qui vont toucher. C'est la vie, elle est là dans ces petits détails, pas dans les grandes choses. Laissons les grandes choses. Et c'est quand les petits détails lorsqu'on se positionne dans les petits détails, qu'il n'y a pas de Une grand-chose qui se succession passe. de réglages de petits détails Oui, c'est exactement ça. qui font C'est très la fin. différence. Donc c'est de reconnaître tout. Et c'est la première cause de la souffrance, c'est que nous ne reconnaissons pas que nous sommes touchés. La deuxième, c'est que l'on va réagir à la cause de la souffrance, on va réagir, donc ça s'appelle le karma. Entretiens ton karma, boum, action, réaction. La troisième, c'est parce qu'on n'a pas la certitude absolue qu'en étant ce que nous sommes, tel que nous sommes, nous pouvons être en paix. On va se mettre dans un idéal, dans l'idée qu'il faut acquérir quelque chose, il faut faire, il faut, etc. Et la quatrième, c'est ce que les bouddhistes appellent, ce que le Bouddha appelait le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. C'est l'octuple chemin, c'est quoi? C'est le respect de ma propre vérité. C'est de cesser de mettre une vérité à l'extérieur, de respecter ce qui est vrai pour toi. Un point, c'est tout. Dans la mesure où ce qui est vrai pour toi n'est pas de modifier l'extérieur, bien évidemment. Mais cette première cause, c'est la reconnaissance de souffrance. Et combien de fois? Allez, ça va. Puis j'ai beaucoup travaillé sur moi, je te pardonne. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. Cette analyse me stupéfait. Elle me pousse dans mes retranchements. Moi qui suis vraiment, et le nombre de personnes que j'ai reçues Oui. ici où je me dis: «Putain, je suis à côté de la plaque vraiment, j'apprends des choses en permanence». C'est extraordinaire. Je fais sans doute un des plus beaux métiers du monde parce que magnifique. je reçois des gens comme Magnifique. toi qui sont, fantastiques, qui remettent en question aussi beaucoup de choses dans notre existence, dans nos vécus et dans notre façon de voir et d'appréhender, le monde. Et parfois, quand on t'entend aussi comme ça, on a le sentiment que tout est tellement abstrait. Tu vois? Que ça n'est pas, que c'est tellement, quand je disais abyssal tout à l'heure, Oui. c'est pour ça que je t'ai dit comment mettre en application les choses, tu vois, concrètement dans notre vie de tous les jours. Mais tu as donné plein Ce d'éléments de qui est réponse. abyssal, c'est parce qu'on veut se référer à des notions de temps et d'espace. Oui, complètement. Mais en même temps, le mettre en complètement. pratique, il n'y a pas plus simple que ça. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas plus simple que C'est ça. vrai. On devrait l'apprendre tout petit, Mais ça. c'est la base, ça devrait être la base de l'éducation. Parce qu'il n'y a pas plus simple que ça. C'est à l'instant, là, tout de suite. Ah, il y a une réflexion qui m'a faite. OK. Je viens de casser la tasse que j'ai. Ah mince. OK. Qu'est-ce qui te touche? Ah, je suis encore maladroit. Ah, OK. Très bien. Je sais pas, mais c'est ces petits détails qui vont être importants. Et donc, dans le livre L'évidence ou la loi du principe, justement, je donne tout un tas d'exemples de petites choses comme ça qui nous permettent de. Je donne l'exemple
je sais pas, j'ai en voiture, dans les vidanges, je donne l'exemple, la personne qui dérape et qui va au fossé. Bon, aucun, rien de grave. Dommage. Aucun dommage. Ok. Je peux l'oublier complètement. Mais si j'en fais rien de ça, ce principe, il va être représenté. Parce que le principe, c'est quoi? Je suis sur une voie et je sors de la route. Hein? Et je me rappellerai très bien de cette personne que... Alors ça, souvent on me dit, c'est beaucoup... C'est tellement simple que ça se saurait si c'était aussi simple que ça. C'est la grande réflexion. Et en fait, c'était une personne qui était venue me voir, qui souffrait de troubles, quand j'étais ostéo-kiné, de troubles variqueux, de varices. Et elle me dit, tiens, parce qu'on parlait beaucoup, elle me dit, c'est bizarre, hier, rentrant chez moi, je dérape, rien de grave. Et dit, alors la route, c'est la route pour rentrer chez moi, et la maison, c'était à ses arrière-grands-parents. Donc ça veut dire que dans les cellules, la route, elle est enregistrée. Et en fait, je lui pose la question, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta vie où elle est où cette invitation à sortir de la voie? Sortir de la voie, c'est notre. Dire, toutes les grandes découvertes, c'est parce qu'on est sorti de la voie. Et en fait, il avait le magasin familial qui est de 3 ou 4 générations, la vieille maison, hein, maison fondateur. Et en fait, il y avait un centre commercial qui se construisait. Et il avait envie d'aller se mettre dans le centre commercial parce qu'il sentait que ça périclitait. Mais il avait l'impression de trahir toute la lignée familiale. Et il voit ça, ça a tellement pris sens qu'il l'a fait. Et 1 an après, il avait pratiquement plus de troubles variqueux. Wow. Et les varices, c'est quoi? C'est bien les veines, c'est une voie pour retourner au cœur, pour rentrer chez soi. Et une varice, c'est une distension. Donc nous faisons en biologie ce que nous ne savons pas vivre en conscience. Et toutes nos maladies sont l'expression d'une créativité qui n'est pas révélée. Et là aussi, c'est plus une fatalité. Le symptôme devient mon meilleur ami. Ça change la vie. Extraordinaire. On a mis l'ensemble de tes ouvrages sur l'écran, avec le petit dernier, ici, avec les 10 commandements, vus autrement. Ben oui. Évidemment. 10 commandements et au présent. Oui, bien sûr. Un petit mot là-dessus? Bien, ça fait partie de mon enfance. Hein. Et puis je me suis aperçu que ces 10 commandements qui étaient écrits en hébreu étaient au présent. Et ils ne parlent pas d'un futur, d'une voie à suivre, mais ils décrivent l'instant présent. Et l'homme conscient, il ne tue pas. Mais il ne tue pas, c'est il ne tuera pas ton voisin, mais ça c'est la moindre des choses. Il ne dit pas non à la réalité. Quand je dis « Ah non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je tue ». Donc c'est de reprendre tous les commandements de cette façon-là. Et de comprendre que ça décrit ce qu'on ne sait pas dire, ce qu'est la conscience. Mais voilà. Et ça devient une reconnaissance de soi là aussi. Fascinant. Allez sur le site de Bioanalogie pour faire ce petit test qui vous permettra de découvrir effectivement votre clé de naissance, d'en extraire aussi le contenu pour, Oui. qui est une sorte de phare comme ça, qui nous permet de... C'est ça. Une boussole qui nous permet un petit peu d'avancer dans l'existence. C'est ça. Et je veux dire que, en effet, ces clés de naissance, quand je vois bien, je veux dire que moi, j'ai une clé de naissance, je commence par 6. 6, 4, 4, 2. 6, c'est l'humain, le bon humain. Enfant, on m'appelait, mes sœurs me surnommaient Pili, c'était mon surnom, et j'étais le gentil Pili. Parce que moi, il fallait toujours que je sois gentil, je sois le bon humain. Il faut que je sois reconnu en tant que bon humain. Et donc, j'apprends de temps en temps à être le bad boy, mais c'est pas facile. Et donc, le 1, c'est quoi déjà? Le 1, ben, c'est l'unité, c'est le respect de soi. Mais ça peut être aussi la comparaison. Okay. Je vais chercher la reconnaissance, la validation. Oui, mais moi, tu sais, ça peut être dans le... Oui, mais moi, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Le 2? Le 2, c'est l'ouverture. C'est découvrir, c'est surprendre. C'est ne pas anticiper. Et là aussi, c'est-à-dire que j'explique aussi comment, dans ce carré où on voit le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on voit que le 1, le 4, le 7 sont liés au temps, le 2, 5, 8 sont liés à l'action, et le 3, 6, 9 sont liés au constat. C'est-à-dire qu'il y a 3 nombres de temps, d'action et d'espace. Et 1, 2, 3, c'est dans le temps. Donc 1, 2, 3 dans le temps, 4, 5, 6 dans l'action, 7, 8, 9 dans le constat, dans l'espace. Et on comprend le sens, la cohérence absolue des nombres dans cette lecture bioanalogique. Bonsoir. Merci infiniment, Jean-Philippe. Je trouve que voilà, c'est une leçon
Mmh. En tout cas, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? De moi, je sais pas, mais de la vie, de moi, ça m'est égal, mais de la vie, la vie, c'est juste un positionnement. Là, j'ai écrit partout la certitude absolue que chaque chose a sens, au service de la conscience, et de sortir de l'idée qu'il y a une cause à notre bonheur ou à notre malheur. Et c'est que les naissances, donc je fais cette formation qui dure 16 jours, c'est un cours en ligne qui est magnifique, qui permet vraiment, quand on apprend cet outil comme outil thérapeutique, vraiment, mais oui, ça c'est moi. On ne fait que se reconnaître. Mmh. Ça c'est moi, et donc toute la vie, c'est ce positionnement là, ça c'est moi, là je me respecte. Et c'est là où la vie prend sens, et on rentre dans notre dimension, on arrête de survivre, et on vit dans cette conscience-là. Jean-Philippe Brebian, la bioanalogie, allez sur le site, faites le test, suivez cette formation, lisez également l'ensemble des ouvrages. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens qui vous permettront de vous procurer tous ces magnifiques livres. En écriture encore? Oui, Toujours. oui. Oui, 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 moi je oui. suis fasciné. Le mec a écrit j'ai écrit 50 pages d'un livre que j'arrive même pas à finir, et toi tu as déjà 14 bouquins. Tout va très très bien. C'est fascinant. Merci infiniment. Merci Pour ces Marc, explications, c'était passionnant. Ouais, Ça secoue, hein. oui. Quand on écoute, Mmh. ça secoue parce qu'il est voilà, j'en ai déçu. Et ça Mais ne passe pas par la tête. et ça ne passe pas par les oui, mais C'est c'est un quand moment, même. oui, il y a une reconnaissance. Ben oui, c'est ça. C'est tout, il n'y a plus rien à dire. Mmh. Comme la Alors, physique quantique, hein, Feynman disait, celui qui croit comprendre la physique quantique, c'est qu'il ne l'a pas compris. c'est vrai, Mais c'est ça. c'est exactement ça. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci beaucoup Marc, c'est un grand plaisir. Partagez. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.